Imaginez un instant. Vous êtes chez vous en train de préparer le dîner lorsque soudain tout bascule. En l'espace d'un souffle, la lumière s'éteint. L'obscurité vous enveloppe, le bruit familier des appareils électriques s'arrête net. Plus d'eau, plus de chauffage, alors que dehors la température chute sous zéro. Ce n'est pas un simple accident, ni une panne isolée. Ce soir, c'est la guerre qui vient de changer de visage, utilisant une arme redoutable, la privation de tout ce qui fait votre quotidien. À Kiev, cette nuit-là, la terre tremble. Les sirènes retentissent sans relâche, mais cette fois, elles ne suffisent plus à prévenir le danger. Des centaines de drones et de missiles, certains avancés, d'autres bricolés, frappent, presque simultanément, plusieurs régions du pays. Les explosions secouent les fenêtres, la peur s'installe dans les regards. Imaginez une ville comme Kiev, plus de 3 millions d'habitants, plongée soudainement dans le noir. Les familles cherchent des bougies, les enfants pleurent, les personnes âgées grelottent. Dans les étages supérieurs, l'eau ne monte plus. Les ascenseurs sont bloqués, les téléphones portables s'éteignent les uns après les autres. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils comprennent à quel point la vie moderne dépend de réseaux invisibles. Mais cette offensive ne vise pas que l'armée. Les centrales électriques, les réseaux de gaz, les gares ferroviaires, tout ce qui fait tourner la vie de millions de civils devient une cible. C'est une attaque systématique contre le cœur battant du pays. Même les hôpitaux, censés être protégés, doivent jongler avec leurs générateurs de secours, incapables de maintenir tous les équipements en marche. En quelques heures, des blackouts complets plongent des villes entières dans le noir. Pas d'électricité, pas d'eau, plus aucun train. L'illusion d'un lendemain ordinaire vole en éclats, remplacée par l'incertitude. Les rues, d'ordinaire animées, deviennent silencieuses et inquiétantes. Les lampadaires sont morts, les magasins fermés, les tramways figés. Partout, la routine s'effondre. Ce n'est plus seulement une guerre faite de lignes de front, c'est une attaque contre la résilience même d'un peuple. Chaque foyer devient une zone à défendre, chaque instant une question de survie. Les familles doivent improviser, chauffer une pièce avec des bougies, partager le peu d'eau stocké, organiser des tours de veille en cas de pillage. Ignorer ces menaces, c'est risquer de perdre bien plus qu'un peu de confort. Emploi, sécurité, santé, parfois même sa maison ou sa famille. À Mariupol, lors des premiers jours de l'invasion, des milliers de personnes ont vu leur vie basculer du jour au lendemain, incapables d'accéder à l'eau potable ou à la nourriture. Des quartiers entiers ont été rayés de la carte, simplement parce que les infrastructures de base ont été anéanties. Comment la situation a-t-elle pu basculer avec une telle brutalité? Pour saisir l'ampleur de cette nouvelle phase, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ces frappes s'inscrivent. Rien n'arrive par hasard. Ces attaques sont l'aboutissement d'une stratégie mûrement réfléchie, testée à petite échelle lors de conflits précédents. Ces attaques ne sont pas des coups isolés, mais le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie. Revenons sur les événements qui ont préparé le terrain à cette nouvelle forme de pression. Déjà, lors de la guerre de Géorgie en 2008, des frappes sur les réseaux électriques avaient paralysé plusieurs régions, mais jamais à une telle échelle. Le front ne se limite plus aux lignes de feu. C'est tout l'arrière, le cœur du pays, qui brûle désormais. Les nouvelles guerres s'insinuent dans la vie quotidienne. L'électricité, l'eau, le chauffage, les transports deviennent des cibles aussi vitales que les chars ou les tranchées. Lors de la guerre en Syrie, la destruction de stations de pompage d'eau a provoqué des épidémies qui ont tué plus de 100 personnes, bien loin du front. Les frappes massives ne visent plus seulement les militaires. Elles s'abattent sur les infrastructures civiles, centrales électriques, sous-stations, réseaux de gaz, voies ferrées, usines, dépôts logistiques. Tout ce qui rend possible une vie normale est menacé. Pensez à l'attaque sur la centrale hydroélectrique de Kakhovka, dont la destruction a inondé des dizaines de villages et privé d'eau potable des centaines de milliers de personnes. Cette stratégie s'appuie sur des technologies de pointe. Les drones, d'une génération encore inédite, parfois pilotés à la main, frappent avec une précision glaçante. Ils surgissent à basse altitude, déjouent les défenses, choisissent le moment exact.
Leur prolifération transforme chaque nuit en une loterie de risques. Personne ne sait où, ni quand, la prochaine frappe tombera. À titre d'exemple, lors d'une seule nuit en octobre 2023, plus de 200 drones Shahed ont survolé l'Ukraine, saturant les défenses anti-aériennes. À cela s'ajoutent les munitions thermiques, capables de déclencher des incendies incontrôlables. Un seul impact suffit à plonger tout un quartier dans l'obscurité et la panique, ou à transformer un site industriel en brasier. Ces armes ne détruisent pas seulement, elles épuisent les ressources, mobilisent les secours jour et nuit, minent le moral des civils. Après une attaque à la bombe incendiaire sur un dépôt pétrolier à Odessa, il a fallu plus de 3 jours aux pompiers pour circonscrire l'incendie. La logique de ces attaques est implacable. Il ne s'agit plus d'affaiblir l'armée, mais de briser la société entière. En frappant l'énergie, la logistique, les services essentiels, on vise à éroder la résilience collective, à rendre chaque choix quotidien impossible, à transformer la vie ordinaire en épreuve permanente. Ce n'est pas une tactique nouvelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements alliés sur Hambourg visaient déjà à briser le moral de la population. Fermer les yeux sur cette évolution serait une erreur fatale. Si la population et les dirigeants ne comprennent pas la stratégie en cours, ils risquent d'être pris au dépourvu, incapables de prévoir la durée, la puissance de la pression, et de protéger chaque foyer contre l'escalade du conflit. À Sarajevo, dans les années 90, beaucoup pensèrent que la guerre s'arrêterait vite, jusqu'à ce que les coupures d'eau durent des semaines. Mais au-delà des chiffres et des bilans, ce sont les conséquences concrètes qui comptent. Chaque coup porte sur la santé, l'économie, la stabilité. Jusqu'où peut-on tenir quand tout vacille autour de soi? Pour comprendre, il faut regarder la vie quotidienne sous pression. Quand la guerre coupe l'électricité, l'eau et paralyse les trains, le chaos ne reste plus cantonné à la ligne de front. Il s'infiltre dans chaque foyer, bouleversant rues et quartiers, transformant la vie ordinaire en lutte pour la survie. En un clin d'œil, la routine disparaît. Chaque geste quotidien devient une épreuve. Imaginez devoir parcourir plusieurs kilomètres à pied sous la neige pour remplir quelques bidons d'eau à une fontaine publique. En une seule nuit, une multitude de cibles sont touchées, des centrales électriques réduites en cendres, des gares ferroviaires éventrées, des réseaux entiers mis à genoux. Dans certaines villes, tout s'arrête. Les lumières s'éteignent, l'eau se tarit, les trains ne bougent plus. Le blackout n'est plus une simple panne, mais une arme. Il sème la peur, il désorganise, il brise la confiance. C'est ce qui s'est passé à Kharkiv en mars 2023, où toute la ville est restée sans courant pendant plus de 48 heures. Dans les hôpitaux, les écoles et jusque dans les casernes, chaque heure sans courant pèse lourd. Les groupes électrogènes tournent sans relâche, mais les réserves de carburant et de pièces détachées diminuent dangereusement. Même les ambulances et les camions de ravitaillement peinent sur des routes coupées ou minées. À Lviv, un hôpital a dû interrompre ses opérations chirurgicales faute d'électricité, mettant des dizaines de vies en péril. La pression sur les ressources vitales devient insupportable. Obtenir du gaz, du carburant, de la nourriture ou des médicaments relève désormais de l'exploit. Les chaînes d'approvisionnement se disloquent, les fils s'étirent, les prix grimpent en flèche. Pour beaucoup, c'est la première fois que la survie dépend autant de réseaux aussi fragiles. Dans certaines épiceries de Dnipro, le pain est rationné à une miche par famille. Quand l'hiver s'abat, la situation bascule. Sans chauffage ni électricité, le froid devient un ennemi mortel, surtout pour les enfants, les personnes âgées, les malades. Les bougies remplacent les ampoules, les poêles à bois deviennent des trésors. Chacun improvise pour tenter de garder la chaleur et l'espoir. Durant le siège de Leningrad, la population a survécu des mois sans chauffage, brisant des meubles pour se chauffer. Chaque coupure prolongée entraîne des pertes économiques énormes, force certains à l'exil, déclenche des drames humains. Plus la société dépend de réseaux frappés, plus elle perd sa capacité à résister, à tenir, à rêver d'un retour à la normale. Après la destruction du barrage de Kakhovka, plus de 20 000 personnes ont dû fuir leur maison en une seule semaine. Et cette guerre invisible ne fait que commencer. Jour après jour, chaque minute sans réparation aggrave la crise, fragilise la société
et éloignent la vie d'avant. La reconstruction, déjà terriblement lente, se heurte à une pénurie de matériaux, de main-d'œuvre, et à la menace constante de nouvelles frappes. Au fil des semaines, l'endurance des habitants est mise à rude épreuve, et la frontière entre résilience et épuisement devient de plus en plus ténue. Comment garder espoir quand chaque jour apporte son lot de privations et d'incertitudes? Quand la nuit se fissure et laisse passer le froid, ce ne sont pas seulement des câbles ou des tuyaux qui cèdent, c'est tout un pays qui vacille. Derrière chaque attaque sur le réseau énergétique, ce sont des années d'avenir qui se jouent, bien au-delà du fracas des explosions. La reconstruction, déjà terriblement lente, se heurte à une dépendance plus profonde envers l'aide internationale. Chaque prêt, chaque subvention, ronge un peu plus la souveraineté économique de l'Ukraine. À chaque coupure, les retards s'accumulent. Des entrepreneurs, des ingénieurs, des familles entières prennent la route de l'exil. Partir, parfois, c'est la seule façon d'assurer un avenir à ses proches. Mais ce choix, répété 1000 fois, saigne la capacité industrielle du pays et accélère un déclin qui risque de durer bien après le silence des armes. En Syrie, plus de 5 millions de personnes ont fui à l'étranger sous la pression des coupures et des bombardements. La défiance s'installe. Les promesses de réparation non tenues, les files d'attente interminables pour de l'aide, les querelles politiques, tout cela érode la confiance. La contestation ne touche plus seulement la politique, mais les éléments essentiels du quotidien: chauffage, eau, emploi, soins. Ceux qui restent, sans contact à l'étranger ni possibilité de partir, se sentent trahis et abandonnés. Même les villes autrefois stables, comme Odessa, plongent dans l'obscurité. Là où la routine régnait, la peur s'infiltre. Chaque sirène, chaque nuit sans lumière, rappelle que la normalité est devenue un luxe lointain. Vivre, c'est désormais survivre à l'exception. Les enfants grandissent dans un monde où les abris sont plus familiers que les terrains de jeu. L'infrastructure, énergie, transport, santé, n'est plus un simple atout. Elle devient un champ de bataille invisible, aussi décisif que la ligne de front. La moindre centrale détruite, la moindre voie ferrée coupée, se traduit par des écoles fermées, des emplois perdus, des hôpitaux paralysés, des familles plongées dans l'incertitude. À Donetsk, la fermeture des mines et des usines a plongé des dizaines de milliers de personnes dans la précarité. Laisser pourrir la situation, c'est accepter une spirale: pauvreté, dépendance, fuite des cerveaux. Même après la fin de la guerre, revenir en arrière deviendra presque impossible, tant les fondations du pays auront été minées. En Irak, plus de 15 ans après l'invasion, le réseau électrique n'a jamais retrouvé sa capacité d'avant-guerre. Mais qui en profite vraiment, et jusqu'où peut aller cette guerre de l'ombre? Derrière les coupures, une stratégie se dévoile peu à peu. Le but n'est pas seulement militaire, il s'agit d'imposer une lassitude, une peur diffuse, d'encourager la division. À chaque coupure, certains accusent le gouvernement, d'autres cherchent des coupables parmi les voisins. L'unité nationale s'effrite peu à peu. Aujourd'hui, la résilience n'est plus un mot à la mode. C'est une nécessité face à une menace constante. Les attaques ciblées sur les infrastructures font de chaque foyer une ligne de front invisible. Se préparer au pire, c'est aussi se donner une chance réelle de résister à la prochaine crise. L'exemple du Japon, frappé par le tsunami de 2011, montre qu'une société organisée, solidaire et préparée peut limiter les pertes humaines et rebâtir plus vite. Première étape: anticiper les besoins vitaux. Constituer des réserves d'eau, de nourriture non périssable, de médicaments essentiels et de moyens de communication d'urgence, comme une radio à pile ou un téléphone satellite. Prévoyez assez pour tenir au moins une semaine sans aide extérieure. En Pologne, lors des premières semaines du conflit ukrainien, de nombreuses familles ont survécu grâce à de telles précautions. Identifiez les itinéraires d'évacuation, localisez à l'avance les centres d'assistance et informez-vous sur les plans d'urgence locaux. Savoir quoi faire et où aller réduit la panique et peut sauver des vies quand chaque minute compte. À New York, lors de l'ouragan Sandy, ceux qui connaissaient les abris disponibles ont pu éviter le pire. Ne dépendez jamais d'une seule source d'énergie. Installez un générateur, stockez des batteries
et explorer des solutions collectives comme des panneaux solaires partagés ou des groupes électrogènes de quartier. L'énergie devient un enjeu commun. Sa gestion exige solidarité et anticipation. À Mariupol, des immeubles ont survécu grâce à des générateurs mutualisés entre voisins. L'isolement est dangereux. Appuyez-vous sur la solidarité de voisinage. Organisez des patrouilles, partagez les informations, mutualisez les ressources et créez des chaînes d'entraide pour les personnes âgées ou fragiles. Face aux coupures et aux pénuries, la force du groupe peut sauver. À Varsovie, des associations de quartier ont réussi à distribuer des repas chauds à des centaines de personnes pendant les pires semaines de crise. À l'échelle internationale, la diplomatie et la mobilisation collective sont cruciales. Relayer les alertes, interpeller les institutions, soutenir les démarches diplomatiques. Chaque voix contribue à freiner l'escalade et à protéger les droits des civils. L'exemple de la mobilisation mondiale après le tremblement de terre en Haïti en 2010 montre qu'un élan de solidarité peut sauver des milliers de vies. Oublier ses préparatifs, c'est risquer de voir sa santé, sa sécurité et son équilibre voler en éclats à chaque nouvelle attaque. Se préparer, c'est refuser la fatalité, c'est transformer l'angoisse en action utile. En Islande, lors de l'éruption du volcan Eyjafjöll, la préparation communautaire a permis d'éviter des morts malgré la gravité de la situation. La situation est grave, mais chaque geste compte. Si chacun s'organise, il reste possible d'inventer de nouveaux filets de sécurité et d'espérer préserver l'avenir. À Tokyo, les habitants gardent en permanence des kits d'urgence chez eux, preuve que la préparation individuelle est devenue une norme culturelle. Mais malgré tous ces efforts, une question demeure. Jusqu'où la société peut-elle tenir sous pression constante? La suite révèle comment cette crise redéfinit les frontières entre vie privée et survie collective. L'expérience de la Grèce lors de la crise économique de 2008 à 2012 a montré que la solidarité de quartier et l'entraide ont permis de tenir malgré la baisse dramatique du niveau de vie. Ne laissez pas l'obscurité tomber avant de vous demander « Et maintenant, que faire ?» Ce qui se joue dépasse le simple décompte des frappes ou la sidération face aux images. L'avenir d'une génération dépend de notre sang-froid, de notre organisation, de notre capacité à anticiper et à agir ensemble, sans céder à la panique. Lors de la pandémie de Covid-19, ceux qui ont su anticiper et s'organiser ont mieux traversé la crise. Dans cette ère de pression constante, chaque instant de préparation devient crucial. S'informer, comprendre les menaces, tisser des liens avec ses voisins, partager des ressources, maintenir une vigilance de tous les instants. Cela n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale. La résignation n'est pas une option. Les difficultés qui s'accumulent ne sont pas une fatalité. Chacun, à sa mesure, peut refuser de subir, renforcer la résilience de son foyer, de son quartier et même du pays tout entier. Les villes qui ont survécu aux pires catastrophes ont toujours misé sur l'entraide et la préparation plus que sur la chance. Aucune société n'est jamais totalement protégée du chaos, mais aucune n'est condamnée d'avance. L'enjeu n'est pas simplement de traverser l'hiver ou de rallumer la lumière quelques heures plus tôt. Il s'agit de préserver notre dignité, notre autonomie, notre pouvoir de choisir et d'agir. Même dans les moments les plus sombres, l'histoire regorge d'exemples de communautés qui ont su se réinventer. Gardez l'esprit clair face aux fausses informations et ne laissez pas la peur guider vos décisions. Les solutions existent. Elles naissent de la solidarité, de la coordination, de l'entraide, bien plus que de l'attente passive d'une aide venue d'ailleurs. En Finlande, lors de la Seconde Guerre mondiale, la population a organisé un système d'alerte et de ravitaillement efficace, sauvant des milliers de vies. Un manque de préparation ne se mesure pas seulement en nuits sans électricité, mais en années perdues, en familles déracinées, en opportunités détruites. Ce qui se joue maintenant, c'est l'équilibre, l'avenir, la stabilité d'une génération entière. Refusez la passivité, organisez-vous, partagez l'information fiable, veillez les uns sur les autres. L'histoire ne s'arrête pas à une coupure de courant, mais elle sera écrite par ceux qui agissent, ensemble, avant qu'il ne soit trop tard. L'exemple de la reconstruction de Berlin après la guerre nous rappelle que la ténacité et l'organisation collective sont les clés du renouveau.